Dans une vidéo que j'ai diffusée récemment, intitulée Petit guide de survie du photographe freelance, je t'expliquais que on est le principal goulet d'étranglement de notre activité. Alors ça, c'est vraiment essentiel à comprendre lorsqu'on travaille en solo, mais aussi bien sûr lorsqu'on travaille dans les métiers de l'image, parce que en fait la particularité de l'activité de photographe, c'est qu'en fait on va passer plus de temps par exemple à post-traiter nos images qu'à faire de la photo. En général, on considère que le ratio, c'est pour 1 heure de photo, 2 heures de post-traitement. Donc le post-traitement, donc l'editing, c'est-à-dire le tri des images, et l'optimisation, c'est-à-dire ce que beaucoup appellent la retouche. C'est-à-dire on ajuste, mais moi je parle plutôt d'optimisation, parce que pour moi il s'agit d'optimiser l'exposition, d'optimiser les contrastes, etc., etc. Alors, évidemment, je te parle de ça parce que tout photographe doit apprendre à maîtriser certaines activités chronophages, au risque de passer beaucoup moins de temps à faire de la photo encore. Récemment, justement, sur un groupe Facebook, je voyais un photographe qui parlait de ça, et lui, il expliquait que pour 2 heures de photo, un shooting de 2 heures, eh bien en fait, il passait en moyenne à peu près 7 heures à post-traiter son shooting. Alors là, on est du ratio de 1/3, c'est-à-dire 1 heure de photo, 3 heures de post-traitement. Alors moi, je suis pas dans le jugement, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Tout dépend son style, tout dépend sa pratique de la photo, etc., etc. Mais en attendant, immédiatement, on se dit que avec un tel ratio, ça t'oblige. La conséquence, c'est que tu peux pas faire plus d'un shooting par jour. Sinon, à moins de pas dormir, mais enfin, c'est pas la solution. D'un point de vue créativité, t'as pas le temps, t'auras pas le temps matériellement de retraiter tes shootings. Donc c'est très important de maîtriser ça. Et pour appréhender la gestion du temps, je rappelle que le temps en soi c'est une invention, c'est quelque chose d'abstrait, et c'est quelque chose qu'en réalité on a quand même du mal à appréhender, même si par le fait qu'on ait tous une montre ou un smartphone sur nous en permanence nous permet justement de mesurer le temps qui passe, mais enfin n'en demeure pas moins que c'est quelque chose d'abstrait. Et donc souvent bien sûr on s'intéresse aux méthodes d'efficacité. Alors le concept outil que je vais te présenter ici est en fait l'un des 2 concepts outils qui sont à l'origine de toutes les méthodes de gestion du temps. Je parle GTD et compagnie. C'est un outil qui en fait qu'il faut l'additionner finalement à un autre concept outil que je t'ai déjà parlé, le principe de Pareto. Donc je vais te mettre le lien. Donc le principe de Pareto dit que en fait 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Alors donc ce deuxième concept outil qui en l'additionnant au principe de Pareto finalement permet de déduire tout un tas de principes et de méthodes, et bien en fait c'est les lois de Parkinson. Alors les lois de Parkinson, ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson. En fait, ça s'intitule les lois de Parkinson. Enfin, on les appelle les lois de Parkinson parce que celui qui les a, conceptualisées, rédigées, énoncées, présentées au public, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Parkinson en fait. Et en fait, c'était ce que nous on appellerait un civil de la défense britannique. Et donc lui, il était rattaché au ministère de la Marine. Et donc en fait, je crois qu'il était statisticien, etc. Bon, enfin, là aussi je mettrai la page Wikipédia. Mais l'intérêt de ce monsieur, c'est qu'en fait, je crois que c'est dans les années 50, ou fin des années 40, début des années 50, il a publié un ouvrage donc qui regroupe le fruit de ses observations, et il a édicté des lois. Et ce que l'on appelle communément la loi de Parkinson est en fait est extrait en fait du premier chapitre de son ouvrage. Et en fait c'est le principe un peu clé qui te permet de comprendre les autres principes. Alors je vais essayer de parler de ça en le mettant dans le contexte de la photo, mais tu vas voir qu'évidemment ça a tout un tas d'applications, que ce soit dans ta vie perso,
dans ton job au quotidien. Et donc justement, par exemple, à la fin de cette vidéo, je te parlerai d'autres exemples d'applications que tu peux observer dans ton quotidien, dans ton entourage, quoi, dans ta vie de tous les jours. Alors donc, la grande idée de Monsieur Parkinson, c'est qu'en fait, une tâche a tendance à se dilater pour occuper tout l'espace qu'on lui a alloué. C'est-à-dire que, en clair, si pour retraiter un shooting, tu te donnes un délai de 6 heures, ce qui peut paraître énorme, hein. Enfin, par contre, tout dépend du shooting, évidemment. Si on parle d'un shooting mariage où tu as shooté pendant 10 heures, enfin bref, qu'importe. Imagine un petit shooting portrait, si tu t'alloues un délai de 6 heures, tu vas rire, au final, tu vas effectivement mettre 6 heures, à peu près. Mais si, pour ce même shooting, tu t'alloues un délai d'1 heure, tu vas effectivement mettre 1 heure. Ou 1h05, mais enfin, tu as compris l'idée, hein. Donc l'idée de Parkinson, c'est qu'en fait, quelle que soit la durée que l'on alloue à une tâche, on a tendance un peu à l'étaler pour occuper effectivement le délai qu'on s'était imparti au départ. Alors bien sûr, ce que je te dis, tu vas tout de suite me dire, mais ça n'a rien de nouveau, parce que moi par exemple, quand j'étais, je sais pas, au lycée, à la fac ou machin, quand je devais rendre un devoir, type rédaction ou thèse ou je sais plus comment on appelait ça, effectivement, même si je savais depuis 2 semaines, même si j'avais un délai de 2 semaines avant de rendre le devoir, on avait tous tendance à s'y prendre un peu à la dernière seconde, quoi. Mais c'est aussi ça le principe l'intérêt des lois de Parkinson, c'est que finalement il a réussi à conceptualiser des choses que intuitivement on sait tous et dont on a déjà fait l'expérience. Alors là, l'intérêt à la photo, par rapport à la photo, à l'activité de la photo, c'est que ça te permet de comprendre ça et de savoir que c'est des difficultés auxquelles on est tous confrontés. Alors bien sûr, l'intérêt des lois de Parkinson, c'est qu'elles nous permettent de nous interroger sur notre rapport au temps. On est tous plus ou moins efficaces, justement en termes des gestions de nos objectifs, des tâches que l'on doit pratiquer, que ce soit au quotidien, dans notre vie perso ou au niveau boulot. Et justement, l'intérêt de la loi de Pareto, du principe de Parkinson, allié au principe de Pareto, nous donne les clés pour, en pleine conscience, mettre en place les bonnes stratégies pour justement dompter ces difficultés. Donc par exemple, l'efficacité, la productivité. Parce qu'effectivement, être productif, ça veut aussi dire se dégager du temps pour faire plus de photos, par exemple. Mais aussi pour se dégager du temps pour se former, se dégager du temps pour travailler sa culture, pour éduquer son regard, par exemple, tu vois. Parce qu'effectivement, tous, à un moment donné, on bute sur les mêmes lois physiques, c'est-à-dire que il n'y a que 24 heures dans la journée, et même si on sait que on a un potentiel d'amélioration important, ce potentiel, encore faut-il le cultiver, en se formant par exemple. Donc les solutions que préconise Parkinson, et c'est là l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'en fait, lui, autour de 6 idées, il t'offre une stratégie pour être, optimum dans l'exécution de tes objectifs. Alors la première clé qu'il nous donne, c'est tout simplement de s'allouer un délai. Parce que effectivement, parfois on se met bille en tête d'exécuter quelque chose, de réaliser quelque chose, mais dès le départ on ne s'alloue pas, une deadline, enfin un objectif clair, avec un délai imparti. Déjà rien que là, évidemment, c'est la porte ouverte à ce que, on procrastine, comme disent certains, ou qu'on étale au maximum l'exécution de cette tâche. La deuxième clé que nous donne Parkinson, c'est qu'au moment où on se définit un objectif, à un objectif donné, on alloue une tâche, tu vois, et non pas un ensemble de tâches. Donc, par exemple, tu te dis, aujourd'hui, je me donne 2 heures pour retraiter le shooting que j'ai fait hier.
Troisième clé que nous donne Parkinson, c'est en fait de subdiviser une tâche, un objectif, en une série de mini-objectifs, de mini-tâches. Alors là, finalement, on retrouve bien l'intérêt d'avoir une méthode, d'avoir un workflow clairement établi. C'est-à-dire, de quelque part, d'exécuter quelque chose en suivant un peu un ordre précis, un peu comme une checklist. Et ça, c'est l'une des méthodes, c'est l'une des façons les plus efficaces de ne pas perdre de temps. Typiquement, sur un shooting, tu peux dire, sur ta méthode, sur ta checklist, dire 1 en 1, eh bien, je sors la carte mémoire de l'appareil, je l'insère dans le lecteur carte de l'ordi. En 2, j'importe le contenu de cette carte sur Lightroom. En 3, une fois toutes les images importées sur Lightroom, eh bien, je les colle dans un dossier que je nomme. Ce dossier lui-même, je le mets dans la bonne collection, etc., etc. Et après, j'attaque l'editing en soi, etc. Donc rien que de suivre finalement un peu une série de mini-objectifs clairs, un plan en fait, un plan d'action, eh bien ça te permet largement d'optimiser ton temps. La quatrième clé que nous donne Parkinson, eh bien en fait c'est lorsque tu travailles, dans le délai que tu t'es imparti, il faut que tu élimines tout ce qui peut t'interrompre. Il faut que tu sois exclusivement concentré à l'exécution de cette tâche. C'est-à-dire que, évidemment, tu mets ton téléphone en mode avion, tu coupes Twitter, tu coupes Facebook de ton ordi, tu éteins ton client mail, enfin bref, tu as compris l'idée. Tu élimines tout ce qui potentiellement peut t'interrompre, peut te déranger. Parce qu'effectivement, il faut savoir que lorsqu'on est interrompu, bon bien sûr on coupe, on cesse de travailler sur son objectif, à l'exécution de son objectif, en soi bien sûr. Donc si tu es occupé, si tu réponds au téléphone et donc tu discutes pendant 5 minutes avec, je sais pas, un de tes potes, bah donc tu perds 5 minutes. Mais en fait tu perds beaucoup plus de temps que ça. Parce que une fois que tu auras raccroché, il va falloir que tu te replonges dans ton travail et il va falloir que tu te reconcentres dessus. Alors tu vas me dire, ouais non mais attends, il n'y en a pas pour 10 ans pour faire ça. Ouais mais en réalité ce qu'il faut savoir c'est que on n'est pas ce qu'on appelle multimédia. C'est-à-dire que en réalité on ne peut pas faire deux choses à la fois. En fait lorsqu'on cherche à faire plusieurs choses à la fois, notre cerveau en fait il switch en permanence son flux mental, c'est-à-dire la concentration en gros d'un objectif à un autre, et en réalité on perd toujours quelques secondes ou minutes ou microsecondes suivant les tâches, et bien en fin de compte pour se reconcentrer sur ce que l'on doit faire. Donc voilà, c'est pour ça il faut éviter toute interruption. Alors la cinquième clé, je t'en ai déjà parlé, tu vois que j'ai été influencé par les lots de Parkinson, eh bien en fait il recommande de travailler par sprint. C'est-à-dire que il te préconise d'organiser ta journée de travail ou ta matinée de travail, enfin ta session de travail d'une manière générale, l'organiser en sprint. C'est-à-dire que, eh bien justement pendant, admettons 60 minutes ou 90 minutes, tu travailles à fond sur une tâche, et exclusivement sur cette tâche. Alors moi perso j'aime bien travailler avec des cycles de 90 minutes intenses, et parce que je trouve que c'est un bon délai. C'est un bon délai pour être vraiment efficace et puis vraiment au bout de ces 90 minutes avoir fait une masse de travail concrète significative. Alors en sixième clé, justement, il te dit qu'à l'issue du sprint que tu as effectué, eh bien tu t'oublies pas de t'allouer une pause. Parce qu'effectivement, en réalité, travailler intensément sur quelque chose, c'est évidemment très énergétivore, très épuisant.
Et donc bah on a besoin de se reposer, de se rafraîchir l'esprit, hein. Surtout justement lorsqu'on travaille sur un job qui est assez créatif, hein. Donc bah moi je t'ai déjà donné ma recette justement. Oula, il y a du vent, je crois que ça va s'entendre dans le micro. Donc moi je t'ai déjà donné ma recette justement dans cette mini formation que j'avais intitulée mini guide, petit guide de survie du photographe freelance, que je vais remettre le lien, hein, bien sûr. Bah moi j'aime bien faire des pauses à l'issue de 90 minutes, des pauses de 20 minutes. Et là j'ai tendance à chercher à faire des tâches ménagères, quelque chose qui n'a rien à voir avec une activité créative, pour vraiment changer l'état d'esprit. Et en fait, c'est ce qui me détend le plus. Et souvent, j'observe aussi que c'est dans ces moments-là que j'ai pas mal d'idées, hein. Pas mal d'idées de vidéos me viennent à ce moment-là, par exemple. Dans ces moments-là. Donc voilà, l'importance de la pause est essentielle en fait pour rester concentré, rester productif. Sur un délai couvrant à peu près une journée de travail, quoi, ou une matinée de travail. Donc pas se sentir complexé, parce qu'à un moment donné, tu as envie de faire une pause. Si tu ressens le besoin de faire une pause, c'est que mentalement, t'es un peu fatigué, si tu préfères. Et c'est naturel. Donc la 7e clé que donne Parkinson, eh bien c'est à la fin de l'exécution la réalisation d'un objectif, eh bien tout de suite se réallouer à un autre objectif. C'est-à-dire pas avoir de moment de flottement où en gros j'ai terminé ce que j'avais à faire, j'ai fait ma pause, donc je dois recommencer un nouveau sprint. Mais là je suis dans les starting blocks, mais en fait je sais pas quoi faire. Et donc là, flottement et porte ouverte au glandage, notamment sur Facebook ou sur Pinterest ou ceci, cela. Moi aussi je suis combo truc, hein, je veux dire c'est humain. Enfin bref, voilà, idéalement voilà, faut tout de suite s'allouer un nouvel objectif, un objectif précis, avec un délai précis imparti à son exécution. Voilà. Donc voilà finalement les clés que préconise Parkinson. Je te les redonne rapidos. 1. Définir des délais. 2. Une tâche à la fois. 3. Fractionner les grosses tâches et les diviser en sous-tâches. 4. Pas d'interruption. 5. Sprint de 90 minutes ou de 60 minutes, c'est selon. 6. Récompense, c'est-à-dire pause. 7. Je planifie l'objectif suivant. Alors au-delà de ces clés, ce qui est intéressant dans les travaux de Parkinson, c'est qu'il a réussi aussi à comprendre certains de nos travers, hein, que l'on a tous expérimentés. Notamment un qui est très intéressant et qui intéresse, j'allais dire, tous les créatifs. Parkinson, il s'est aperçu qu'en fait, plus on alloue un délai large à l'exécution d'une tâche, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, on va avoir tendance à étaler finalement l'exécution de cette tâche dans le délai imparti, hein. Mais plus on alloue un délai important, plus l'exécution de cette tâche va se complexifier. C'est-à-dire, plus on va s'attacher un petit peu à des détails à la con, hein, et donc on crée de la complexité. Et à l'inverse, lorsque pour l'exécution, la réalisation de quelque chose, on a un délai extrêmement serré, eh bien on a tendance évidemment à aller à l'essentiel. Alors bien sûr, le juste milieu se situe entre les deux, forcément, hein. Si tu fais un bon shooting, ce serait quand même dommage un petit peu de le bâcler, de bâcler le post-traitement, parce que tu veux remporter un championnat d'efficacité, tu vois. Donc il faut quand même pas oublier que lors du post-traitement, c'est là où se crée la valeur du produit fini, hein, c'est-à-dire ce que va savourer effectivement le client, j'allais dire. Ce que j'appelle client, c'est le donneur d'ordre, c'est la personne envers qui tu as contracté, j'allais dire, une forme d'obligation de résultat, hein. Si tu demandes à ta copine
de faire l'effort de poser pour toi, hein, une session de portrait par exemple, bah, quelque part tu t'engages auprès de cette personne à lui fournir des photos de qualité, des photos où elle va se sentir valorisée, hein, ça va de soi. Ce qu'avait également compris Parkinson, c'est que également plus on travaille sur une tâche, sur la réalisation d'un objectif, plus on a tendance un petit peu à être démotivé par cet objectif. C'est-à-dire si tu te mets un délai, si pour l'exécution d'un objectif, tu t'alloues vraiment un délai extrêmement large et que tu travailles effectivement beaucoup d'heures, beaucoup de temps, alors bien sûr tu vas complexifier le truc, mais en plus c'est là où tu risques d'être démotivé. Parce qu'à l'inverse, où lorsque tu t'alloues un délai extrêmement serré, bah, j'allais dire, tu n'as même pas le temps de te démotiver. Mais ça, c'est important, moi, parce que quelque part, des fois, et moi, ça, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais intitulée l'une des plus grandes erreurs que j'avais faites, je crois. Moi, à un moment donné, bah, pendant longtemps, j'étais atteint de perfectionnisme aigu. Et donc, bah, je voulais vraiment faire des travaux, je voulais réaliser des projets d'importance. Ça a pu être des livres, des séries d'articles, des visuels extrêmement chiadés, machin. Alors d'un côté, c'est toujours valorisant de travailler sur des projets d'importance, parce que là vraiment, on se pousse dans ces derniers retranchements, et puis voilà, on veut se dépasser, etc. Mais ben évidemment, plus un projet traîne sur la longueur, ben, plus on se démotive. Alors là, l'exemple que l'on peut observer dans notre vie de tous les jours, ben, c'est quand on se met bille en tête, je sais pas, de faire des travaux d'importance dans la maison, tu vois. Et puis que tu te donnes l'année pour les faire, pour les faire. Bon bah là, c'est le meilleur moyen de se décourager, et puis au bout de l'année, bah finalement, avoir des trucs entamés aux quatre coins de la maison, mais d'avoir rien de terminé. Donc tu vois, justement, la loi de Parkinson te permet de comprendre ça, de te dire, bah non, vaut mieux que je m'alloue comme objectif de refaire telle pièce, voilà, dans un délai clair, c'est-à-dire, admettons, 2 mois, 3 mois, enfin suivant l'importance des travaux à faire. Et puis voilà, puis après, de réattaquer, de se réallouer un autre objectif, de faire la pièce d'à côté, par exemple, tu vois. Alors aussi un autre travers qu'a bien compris Parkinson, et qui est très important, il s'est aperçu qu'en fin de compte, le temps que l'on passe à travailler sur certaines choses est inversement proportionnel à leur importance. C'est-à-dire que, eh bien, finalement, il avait constaté que on pouvait passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures à travailler sur certains projets, sur l'exécution de certaines tâches, mais en fait, ces tâches en question, ces objectifs en question, c'était pas les plus importants. Et à l'inverse, les choses qui étaient importantes à réaliser, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine charge un petit peu émotionnelle, eh bien on a tendance un petit peu à les repousser, à repousser l'exécution. Et pour lui, il explique qu'en fait, moins une tâche est importante, plus on a de la facilité à s'y atteler, parce que ça nécessite beaucoup moins d'implication, beaucoup moins de concentration, beaucoup moins de créativité, beaucoup moins d'envie, beaucoup moins de tout, quoi, en fait. Et à l'inverse, certains objectifs qui nous sont chers, j'allais dire, qui sont importants pour nous, on a tendance à les repousser, parce que on sait qu'il va falloir qu'on s'implique, on sait qu'on va devoir s'y atteler sérieusement, etc., etc. Et effectivement, ça aussi, tu peux t'en apercevoir dans ton quotidien. On a tendance, effectivement, parfois, à prioriser certaines choses qui, globalement, vont pas changer radicalement notre vie ou nous faire avancer significativement dans notre pratique de la photo, par exemple. Et donc, justement, à l'inverse, certaines choses qui nous feraient avancer significativement, un certain défi, un certain objectif qui nous challenge un peu, eh bien on a tendance à le repousser, à se dire non, je suis pas prêt, ou je suis pas en forme, ou je suis pas ceci, ou je suis pas cela. Donc lui, il s'était aperçu de ça.
Enfin voilà, des choses qui sont vraiment très utiles et qui peuvent nous permettre vraiment de comprendre un peu, qui nous donnent les clés de compréhension eh bien, de notre comportement. Et également ainsi les clés de comportement d'amis, de membres de nos proches ou de nos collègues de travail. Hein. Alors justement, en parlant de collègues de travail, d'environnement professionnel, Parkinson, donc dans son ouvrage, donc il avait aussi édicté d'autres lois. Et l'une de ces lois, qui est assez rigolote, moi c'est quand j'ai pris connaissance. D'ailleurs, j'ai pris connaissance de ça quand j'étais à l'armée. Il y avait un officier certainement qui se croyait plus malin que les autres et qui croyait échapper à la critique, alors qu'en fait je trouve qu'il était en plein dedans lui, mais qui avait fait un article justement qui parlait du principe de Parkinson, selon lequel en fait une personne qui se croit importante a tendance très vite à chercher à se créer un poste d'adjoint. C'est-à-dire qu'il est tellement important, il fait des choses tellement importantes, eh bien qu'il cherche à faire en sorte qu'on lui crée un adjoint. Une fois qu'il a son adjoint, par exemple, pour justifier le travail des deux personnes, donc de lui-même et de son adjoint, eh bien il va batailler pour qu'on crée un poste de secrétaire. C'est-à-dire que voilà, il leur faut une secrétaire pour gérer les petits trucs quotidiens, machin, voilà. Et au final, en gros, celui qui est un peu le chef de l'équipe, là, il a tendance un peu à rien foutre en fait. Alors un autre principe aussi qui est intéressant chez Parkinson, et une autre de ses lois, il a décliné donc sa loi numéro 1 en fin de compte à l'économie ou à la gestion de notre budget. Alors ça s'applique aussi bien aux finances d'un État, d'une entreprise que de nos finances personnelles. Eh bien il explique qu'en fin de compte que et donc ça va t'intéresser justement concernant la photo, parce que la photo on a toujours besoin de quelque chose, on est toujours soumis à des tentations d'équipements nouveaux. Eh bien Parkinson il s'était aperçu qu'en fin de compte on a tendance à allouer le budget, la totalité du budget dont on dispose à l'achat un petit peu, pas coup de cœur mais enfin à ce que l'on estime important d'acquérir. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un budget, admettons tu ressens le besoin, pour toi il est important de s'équiper de tel objectif ou de telle imprimante photo, tu dis voilà, moi je constate que j'ai besoin d'une imprimante photo, et puis que tu as un budget de, je donne un exemple au hasard, 1500 euros. T'as 1500 euros de trésorerie plutôt, c'est plutôt dans cet ordre-là, eh bien tu vas avoir tendance à dépenser la totalité de ces 1500 euros. Alors que tu peux avoir des imprimantes photos, donc vraiment dédiées photos, hein. Je parle pas de des petites imprimantes un peu bureautiques qui permettent d'imprimer de la photo, moi je te parle de vraies imprimantes photos, hein, dédiées photos exclusivement. Tu vas avoir tendance à dépenser cette somme pour l'acquisition d'une imprimante photo. Donc c'est 1500 euros, alors que tu aurais pu t'acheter une imprimante photo genre à 600-700 euros. Hein. Je pense à la Canon Pro 100 ou 100S, je me souviens plus, qui est à peu près dans ces tarifs-là. Et ben non, tu vas avoir tendance à t'acheter le top du top. Et donc du coup, surtout à dépenser tes 1500 euros de trésorerie. Donc tu vois, ça nous donne une clé de compréhension justement sur une notion que je te rabâche assez souvent, hein, qui est en fait de ne pas être victime du marketing. Donc là, ça te permet d'avoir une clé de compréhension, quoi, effectivement, quand on a des économies ou une trésorerie, une certaine trésorerie, et parfois on a tendance à bêtement finalement à dépenser cette trésorerie pour l'achat d'un équipement donné. Hein. Enfin voilà, écoute, j'espère que cette vidéo va te faire réfléchir. Essaye d'interroger justement dans ton quotidien, dans tes pratiques, dans tes habitudes, dans ta façon de travailler. Essaye de faire un parallèle avec ce que je t'ai énoncé là sur les principes de la loi de Parkinson dans ton travail, dans ton quotidien, pour voir un peu ce que tu peux un peu optimiser, ce que tu peux en quoi ces principes peuvent t'aider à avancer, encore une fois.
Et encore une fois, regarde en parallèle aussi, revois là, ou si tu l'as pas vu, regarde ou re-regarde cette vidéo que j'avais fait sur la loi de sur le principe de Pareto. Bah parce qu'en fin de compte, ces deux grandes idées, ces deux grands principes, ces deux concepts outils, je me répète, mais sont à l'origine en fin de compte de toutes les méthodes d'efficacité, hein. C'est-à-dire 80% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Et puis, bah, une tâche a tendance à s'étaler sur le délai qu'on s'est imparti, hein, quel que soit le truc. Et donc, si tu comprends ces deux principes, eh bien, tu vas voir que tu vas vraiment évoluer, hein, dans ta gestion du temps, dans ta gestion de tes priorités, dans la gestion sur l'effort que tu dois porter sur la monétisation de tes compétences, de tes savoir-faire. Ça peut vraiment que t'aider, hein. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ces deux vidéos là. Même si le principe de Pareto, je l'ai fait il y a 3-4 mois déjà. Mais dès le départ, il était prévu que je te fasse également une vidéo sur la loi de Parkinson. Et tu vois, bah encore une fois, tu vois l'application, c'était quelque chose d'important pour moi de faire ces deux vidéos, d'aborder ces deux sujets et en les mettant en lien par rapport à la pratique de la photo. Mais bah tu vois que j'ai eu tendance à procrastiner un peu sur la réalisation de cette deuxième vidéo, qui est pour moi une suite logique du principe de Pareto. Donc tu vois, même en pleine conscience, en réalité, on continue malgré tout à tomber dans certains travers. Bah écoute, encore une fois, bien le bonjour chez toi, fais de belles photos, reste curieux, et puis nous on se dit à dans une prochaine vidéo. Allez, salut!